Par pitié, monsieur, ne nous chassez pas d'ici. Le millionnaire Antoine Leclerc visita sa vieille ferme abandonnée pour la détruire, mais ce qu'il y trouva changea tout. Restez jusqu'à la fin de cette histoire émouvante, qui vous montrera comment de petits intrus rejetés partout ont sauvé une vie sans même s'en apercevoir. Nous commençons. La lumière du soir filtrait à travers les rideaux de velours, illuminant les particules de poussière qui dansaient dans l'air du grand salon. Antoine Leclerc restait immobile dans son fauteuil en cuir, les yeux clos et les mains noueuses reposant sur ses genoux. À 70 ans, l'homme qui avait bâti un empire de haute couture et viticole en partant de rien se sentait étranger dans sa propre maison. Les hauts plafonds, les moulures recouvertes de feuilles d'or et les tapis persans qui étouffaient tout son lui pesaient désormais comme un fardeau insupportable. Chaque recoin de cet hôtel particulier criait le nom d'Élise, son épouse, dont l'absence était un gouffre qu'aucune fortune ne pouvait combler. Cela faisait à peine quelques mois que le cancer avait emporté la femme qui fut sa boussole et son moteur. Depuis lors, chaque jour pour Antoine semblait dénué de sens. Le luxe n'avait rien de spécial. Il ne prenait même plus plaisir à manger. Il avait passé toute une vie avec elle. Partout où il regardait, il y avait son souvenir, son rire, sa voix, son regard, sa compagnie chaleureuse. Elle était partie pour toujours après toute une vie à ses côtés. La lumière de la fenêtre atteignit ses yeux. Soudain, il entendit une voix douce et joyeuse lui parler. « Allez, debout, chérie, ne sois pas paresseux. Le jour s'est levé. Tu sais, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. » Antoine ouvrit les yeux pour se retrouver face à l'heure du soleil de l'après-midi illuminant son visage. Mais il n'y avait personne qui lui parlait. Il était complètement seul. « Ah, je me suis encore endormi », dit sa voix monotone et apathique, brisant le silence du salon vide. Antoine n'avait plus d'horaire. Il dormait à tout moment, parfois presque toute la journée. « À quoi bon se réveiller maintenant si je n'apprécie rien de ce que je fais ?» pensait-il. Il se leva avec difficulté, sentant ses os craquer et le poids d'une tristesse, qui s'était installée dans sa poitrine comme une pierre. Il s'approcha de la grande baie vitrée donnant sur les jardins parfaitement entretenus, où 2 employés travaillaient en silence, taillant les rosiers qu'Élise aimait tant. Il ne trouvait plus de beauté dans les fleurs, seulement le rappel que tout ce qui pousse finit par se faner. Le bruit de plusieurs véhicules s'approchant par l'allée interrompit sa mélancolie. C'étaient ses enfants. Étienne, l'aîné, venait de Paris, où il dirigeait la branche financière de la famille. Marc arrivait de ses voyages d'affaires à l'étranger, et Sophie, la cadette, avait momentanément quitté sa vie sur la Côte d'Azur pour rendre visite au patriarche. Antoine les reçut dans le vestibule, forçant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux fatigués. Tous les 3 l'entourèrent d'étreintes rapides et de regards empreints d'une inquiétude sincère, mais aussi de l'impatience propre à ceux dont les agendas sont surchargés. « Papa, tu as l'air si pâle », dit Sophie, lui prenant les mains avec tendresse. « Tu ne peux pas continuer à t'enfermer ici, déprimé. Cette maison est beaucoup trop grande pour toi seul, et l'air semble stagner. » « Sophie a raison », acquiesça Étienne tout en consultant discrètement son téléphone portable. « Nous craignons qu'à ce rythme, tu ne tombes malade. Je sais que tu aimes cette maison qui est pleine de souvenirs de maman, mais je pense que t'accrocher ainsi au passé pourrait te faire du mal. Nous en avons parlé et nous pensons que tu as besoin de vacances, de changer d'air, de te vider l'esprit. Tu sais, une croisière en Méditerranée serait une bonne idée. Ou peut être une retraite dans les Alpes. Tu as besoin qu'on prenne soin de toi, papa. Nous ne voulons pas que tu tombes malade en nourrissant ce deuil. » Antoine regarda ses enfants et vit en eux le succès qu'Élise et lui avaient forgé. C'étaient des hommes et des femmes de bien, forts et capables, mais ils vivaient dans un monde différent du sien. Leur vie était complète. Leur famille ne gravitait plus autour de ce vieux chêne qui commençait à perdre ses feuilles. Il se sentit plus que jamais inutile. Un meuble ancien et précieux que plus personne ne savait où placer. « Vous avez raison, mes enfants, » répondit Antoine. Sa voix était un murmure rauque. « J'ai décidé de prendre ces vacances. J'ai besoin de m'éloigner de tout cela, de me vider l'esprit et de chercher un peu de paix. » Les enfants se regardèrent avec soulagement. Ils pensaient que leur père acceptait enfin la réalité et cherchait un moyen de guérir. Ils ne soupçonnaient pas que derrière ces mots se cachait un plan beaucoup plus sombre et définitif. Antoine leur demanda de le laisser organiser son voyage seul, qu'il voulait une intimité absolue pour se retrouver. Après un dîner rapide et rempli de conversations sur les affaires et les futurs projets des petits-enfants, les enfants se dirent au revoir, promettant de l'appeler dès qu'ils sauraient qu'il était arrivé à sa destination touristique. Lorsque le silence revint dans la demeure, Antoine se dirigea vers son bureau. Sur le bureau en acajou, il rédigea une lettre d'une main tremblante, mais décidée. Il leur y demandait pardon pour ce qu'il allait faire.
Il leur disait combien il les aimait et laissait des instructions détaillées sur l'administration totale de ses biens. C'était une lettre d'adieu. Son intention n'était pas d'aller dans un complexe de luxe ni dans une ville cosmopolite. Son plan était d'entreprendre un dernier voyage sur les sentiers de sa mémoire, visitant les lieux où Élise et lui avaient lutté ensemble pour finir à l'endroit où il l'avait rencontrée. La vieille ferme en pierre dans la montagne, là où leur histoire avait commencé. Le lendemain matin, avant que le soleil ne se lève, Antoine sortit de l'hôtel particulier, emportant seulement une petite valise en cuir usé. Il conduisit sa voiture la plus modeste, celle qu'il utilisait rarement, et s'éloigna du domaine privé. Sa première halte fut l'usine de haute couture, une structure colossale de béton et de verre qui occupait plusieurs hectares. Il s'arrêta devant les portes principales, observant le défilé de camions et la vapeur qui s'échappait des cheminées industrielles. Il se rappela le jour où ils avaient acheté leur première machine à coudre d'occasion. Élise passait des nuits entières, le dos courbé, à coudre d'humbles chemises pendant qu'il cherchait des clients sur les marchés locaux. À l'époque, la fatigue était une médaille d'honneur, et chaque sou gagné avait le goût de la victoire. Ils l'avaient construite ensemble avec effort et stratégie. Maintenant, l'usine produisait des millions. Il y resta quelques minutes et sourit en faisant ses adieux à ce géant de fer qui représentait le sommet de son succès. Il continua sa descente vers la vallée, où s'étendaient les vignobles de sa propriété. Des milliers d'hectares de vignes et de blé se balançaient sous la brise matinale. Antoine sortit de la voiture et marcha quelques pas au bord du chemin. Il se rappela quand le terrain n'était qu'une étendue de terre sèche et dure que personne ne voulait. Sa femme et lui avaient passé des mois à enlever les pierres de leurs propres mains, semant l'espoir dans un sol qui semblait stérile. Elle disait toujours que la terre savait qu'il aimait vraiment. Antoine sentit une piqûre au cœur en comprenant que maintenant la terre continuerait à porter ses fruits, mais les mains qu'il avait aimées étaient déjà sous elle. Le soleil commença à chauffer fort, tandis qu'il arrivait dans le quartier le plus ancien de la ville, un quartier aux rues étroites et aux façades écaillées. Là se trouvaient les vieilles boutiques qu'il avait autrefois louées avec Élise. C'étaient de petits locaux, au plafond bas et à l'odeur d'humidité, où ils vendaient leurs premiers produits faits maison. Antoine s'arrêta devant l'une d'elles, maintenant transformée en quincaillerie. Il ferma les yeux et put sentir de nouveau l'arôme du pain frais et des confitures que sa femme préparait pour attirer les clients. Il se rappela leur rire lorsque la pluie filtrait par le toit et qu'ils devaient utiliser des seaux pour ne pas être mouillés. Ils étaient pauvres, terriblement pauvres, mais ils étaient immensément heureux parce qu'ils se possédaient l'un l'autre. « Vous allez bien, monsieur ?» demanda un jeune homme qui passait sur le trottoir, le voyant si pâle et absorbé. « Oui, mon garçon, je me souviens juste d'un temps meilleur », répondit Antoine avec un sourire triste. Il remonta dans son véhicule. Le voyage de nostalgie l'épuisait physiquement, mais sa détermination ne faiblissait pas. Il laissa la ville derrière lui et commença à monter par un chemin de terre qui serpentait vers la partie la plus haute et oubliée des Cévennes. À mesure qu'il montait, le paysage devenait plus sauvage et l'air plus pur. Les arbres fruitiers cédèrent la place aux pins et aux broussailles. L'asphalte disparut complètement, laissant place à une piste poussiéreuse que seuls les initiés empruntaient. Le soleil de l'après-midi était encore fort, car il avait commencé son voyage très tôt. Finalement, après des heures de route, il arriva à l'endroit où tout avait commencé. C'était un petit plateau entouré de végétation sauvage. Là, presque caché par les ronces et les années d'abandon, se trouvait la vieille ferme. C'était une construction humble, de pierres grises et humides. C'était le refuge où Antoine était né et avait grandi dans l'extrême pauvreté avec ses parents, l'endroit où il avait rencontré Élise, alors qu'elle n'était qu'une adolescente vivant dans une maison voisine, une jeune fille pleine de rêves et d'illusions pour l'avenir. En grandissant, ils tombèrent amoureux, et elle accepta de partager sa vie avec lui, même s'il n'avait rien à lui offrir d'autre que son travail acharné. Antoine arrêta la voiture à quelques mètres de l'entrée. Le silence là-haut était différent de celui de l'hôtel particulier. C'était un silence rempli de murmures du vent et de chants d'oiseaux. Un silence qui ne pesait pas mais enveloppait. Il descendit du véhicule, sentant que ses jambes pouvaient à peine le soutenir. Il marcha vers la maison, le cœur battant avec une force inhabituelle. Son plan, allumer un feu à l'arrière, s'allonger dans le coin où il y avait autrefois un lit de paille, et, en respirant la fumée pendant longtemps, espérer que le sommeil éternel le réclamerait sans que personne n'arrête le feu, tout serait réduit en cendres. Il ne voulait plus se battre, il ne voulait plus construire, il n'avait plus de raison, et il était fatigué. « Je suis là, Élise. Mon voyage est terminé aussi, » murmura-t-il, des larmes coulant sur ses joues sillonnées de rides. Cependant, en regardant plus attentivement autour de lui,
Il remarqua quelque chose d'étrange sur le sol. L'entrée n'était pas entièrement couverte de ronces, mais un petit chemin vers la maison avait été récemment coupé. Il leva les yeux pour regarder plus loin et vit soudain un petit et beau jardin avec diverses fleurs étonnamment bien entretenues. Antoine fronça les sourcils, confus. Cet endroit était suffisamment éloigné pour que personne ne le visite, et encore moins pour que quelqu'un décide d'y vivre. Soudain, 3 enfants sortirent de la maison, conversant entre eux comme si c'était la routine quotidienne. Ils avaient des paniers dans les mains et se dirigèrent vers le jardin de fleurs. C'étaient 2 garçons d'environ 10 à 12 ans. L'un un peu plus grand que l'autre, avec des corps minces et sales, comme s'ils passaient la journée à travailler. Ils s'occupaient d'une petite fille. À première vue, elle semblait avoir environ 6 ans. Elle souriait joyeusement aux plaisanteries des 2 garçons. Les 3 petits commencèrent à couper les fleurs avec délicatesse. Ils étaient complètement concentrés sur leurs tâches, les plaçant dans les paniers. Antoine, oubliant complètement l'objectif pour lequel il était venu à la maison, décida de s'approcher lentement. Ses pas résonnèrent dans les ronces et l'herbe sèche du sol, alertant les enfants de sa présence, qui, en levant les yeux, se paralysèrent comme quelqu'un qui a été pris en flagrant délit. « Oh non !» s'entendit la voix du plus grand. Ils se regardèrent avec des expressions de panique. Ce doit être le propriétaire. Et maintenant, qu'allons-nous faire, Antoine? Sur la courte distance, il put entendre les murmures inquiets des enfants. « Qui êtes-vous » réussit à demander Antoine, adoucissant son ton de voix tout en s'approchant plus lentement et sereinement, se montrant inoffensif pour ne pas effrayer les enfants. « Pourquoi êtes-vous dans cet endroit si isolé? Nous n'avons pas d'autre endroit où aller, » dit le plus grand comme s'il représentait les autres enfants. Il fit un pas en avant comme pour les protéger. « Je suis Julien et voici mon frère, Hugo, » dit le premier, essayant de garder son calme. « Elle, c'est notre petite sœur, Lily. Eh bien, en réalité, nous sommes tous orphelins, et aucun de nous n'est de vrais frères et sœurs, mais nous avons décidé d'être frères et sœurs tous les 3. Nous nous sommes échappés de l'orphelinat de la ville basse. Là-bas, ils nous battaient et nous obligeaient à travailler du lever au coucher du soleil jusqu'à ce que nous ne puissions plus bouger. L'homme qui s'occupe de nous garde tout l'argent que nous gagnons en vendant des choses au feu de circulation. » Antoine sentit une piqûre d'indignation lui parcourir la colonne vertébrale. Il connaissait bien la dureté du travail, mais l'idée que des enfants soient exploités dans un endroit qui devrait être leur refuge réveilla en lui une étincelle d'autorité qu'il croyait éteinte. Il s'approcha un peu plus, et les enfants reculèrent instinctivement. « Calmez-vous, je ne vais pas vous faire de mal, » dit Antoine, cherchant dans sa mémoire les mots qu'Élise utilisait pour calmer leurs propres enfants quand ils étaient petits. « Cette maison était la mienne il y a longtemps. Je suis venu ici pour la détruire. Je ne m'attendais pas à trouver quelqu'un ici. Cette maison est en ruine. Comment se fait-il que vous viviez dans un tel endroit ?» Les enfants se regardèrent, confus. Pour eux, Antoine, avec son costume sombre de laine fine et ses chaussures en cuir, ressemblait à un habitant d'une autre planète. Hugo, le plus petit garçon aux cheveux foncés, montra les fleurs du jardin. « C'est nous qui avons fait ça. Quand nous sommes arrivés ici, il n'y avait que des ronces. Un vieil homme nous a indiqué comment les semer et les entretenir. Nous avons vu que la maison était seule et très laide, » expliqua Hugo avec timidité. Julien reprit l'initiative d'expliquer. « Hugo et moi avons réparé le toit avec quelques branches et de la boue pour que Lily ne soit pas mouillée par la pluie. Nous cultivons des fleurs pour les vendre dans le village en bas. C'est ainsi que nous achetons un peu de pain et de lait. Nous ne voulons déranger personne. Nous voulons juste être ensemble. »« C'est bien, mais vous ne pouvez pas vivre ici, » dit-il finalement. Son ton était sérieux et un peu ennuyé. Il était inquiet pour les enfants, survivant à peine seuls dans une maison en ruine, pensant qu'ils méritaient un meilleur endroit. Mais les enfants eurent peur, car pour eux, cela sonnait comme un propriétaire annonçant une expulsion cruelle. « Par pitié, monsieur, ne nous chassez pas d'ici. Vraiment, s'ils nous trouvent, ils nous reprendront. Nous n'avons nulle part où aller. Cet endroit est mieux que la rue, » supplia Julien. Antoine réalisa qu'il l'avait mal interprété. « Non, je ne vous expulse pas. Je pense juste que vous devriez vivre dans un meilleur endroit. J'irai à l'orphelinat à l'instant même. Non, s'il vous plaît, laissez-nous rester dans notre petite maison. »« Nous ne voulons pas y retourner, » cria la fillette au bord des larmes. Hugo l'entoura de ses bras, la consolant de ne pas pouvoir empêcher qu'il les rende. Antoine les regarda un instant et comprit que s'il partait à ce moment-là, les enfants le verraient comme celui qui les avait dénoncés et avait ruiné leur vie tranquille. Il allait résoudre le problème de l'orphelinat, mais ce n'était pas encore le moment. « Bien, vous pouvez rester ici si c'est ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas rester seul. C'est dangereux sans aucun adulte pour s'occuper de vous.
Je resterai avec vous, dit Antoine. Son plan avait changé. Il allait montrer aux enfants qu'il était quelqu'un en qui ils pouvaient avoir confiance et régler tout à l'orphelinat. « Vraiment, monsieur ?» demanda Julien, surpris, mais encore méfiant. « C'est exact. Je vais prendre soin de vous désormais. Alors ne vous inquiétez de rien, dit Antoine d'une voix ferme. » Ces mots étaient simplement pour réconforter les enfants, mais pour eux, c'était comme si ce grand-père promettait d'être leur famille. Alors que les deux garçons étaient encore surpris et un peu incrédules face à la gentillesse du vieil homme, le visage de Lily s'illumina d'espoir. « Alors, tu seras notre grand-père maintenant ?» demanda-t-elle avec un sourire. Antoine réalisa la promesse qu'il venait de faire inconsciemment. Il observa la fillette, cherchant les mots pour lui expliquer qu'il ne ferait que s'occuper d'eux jusqu'à ce qu'ils vivent à nouveau heureux à l'orphelinat. Il ne voulait pas blesser ses sentiments. La lumière du soir semblait faire briller son visage, illuminant ses yeux grands et profonds. Dans ce regard pur, dans la façon dont ses lèvres se courbaient en un sourire timide et plein d'espoir, Antoine vit un reflet presque identique à celui de son Élise bien-aimée quand elle était jeune. C'était la même lumière, la même étincelle de vie qui ne se rendait pas malgré l'adversité. Le cœur du millionnaire qu'il avait lui-même condamné à l'obscurité de la mort fit un bond violent. Il sentit l'air revenir dans ses poumons avec une fraîcheur qu'il n'avait pas ressentie depuis le jour des funérailles de son épouse. Alors il sut qu'il devait répondre. « C'est exact. Je serai le grand-père de vous trois. »« Oui », célébra Lily en sautant et en applaudissant, heureuse d'avoir trouvé un membre supplémentaire pour sa petite famille au lieu d'avoir affronté un propriétaire méchant. « Hugo, on a un grand-père !» dit-elle joyeusement à son frère qui était le plus proche. « Hé hé. Oui, c'est vrai !» répondit Hugo, un peu nerveux par cette nouvelle soudaine. Julien souriait seulement en la regardant célébrer. Mais son cœur restait anxieux. C'était un étranger. Après tout, Lily courut chercher son panier, qui était tombé au sol par le choc. Elle cueillit rapidement des fleurs dans un petit bouquet et l'offrit à Antoine. « C'est pour vous », dit Lily d'une voix douce. La petite donnait la chose la plus précieuse qu'il possédait. « Merci de ne pas nous avoir chassés de notre petite maison. » Antoine accepta les fleurs de ses mains tremblantes. L'arôme des fleurs, un mélange de pollen et de liberté, inonda ses sens. Il se rendit compte que ces fleurs ne provenaient pas d'une serre contrôlée, ni n'avaient coûté une fortune dans une boutique de luxe. Elles étaient le résultat de l'effort de 3 enfants qui luttaient pour survivre dans la précarité la plus absolue. « Elles sont magnifiques, ma petite », répondit Antoine, sentant qu'un nœud se formait dans sa gorge. « Merci beaucoup. » Julien regardait chaque réaction d'Antoine. En voyant comment il traitait la fillette avec tant de délicatesse, il put sentir que c'était un homme aimable. « Venez avec nous. Puisque vous restez avec nous maintenant, je vais vous montrer où vous pouvez dormir. » Le vieil homme fut surpris. Il allait les emmener immédiatement à son hôtel particulier, leur acheter des vêtements neufs et de la nourriture en abondance. Mais les enfants étaient calmes seulement parce qu'ils avaient supposé qu'il serait celui qui resterait avec eux dans cette vieille maison. S'il leur disait qu'il allait les emmener, cela provoquerait peu, être seulement qu'il s'enfuit de lui. Alors il décida qu'il valait mieux les suivre. Pour le moment, il entra dans la vieille maison en suivant les pas des enfants. Il regarda autour de lui. Il observa la précarité des sacs où il dormait. Le petit feu éteint au centre de la pièce et le manque total de confort. Il se rappela son hôtel particulier rempli de chambres vides, son personnel de service prêt à satisfaire le moindre caprice et son compte bancaire débordant de zéro, qui ne pouvait lui acheter pas un gramme du bonheur qui émanait de ce bouquet de fleurs. « Monsieur, merci beaucoup de nous laisser rester ici et de nous accompagner, » dit Julien en se tournant vers Antoine comme un petit chef de famille. « Nous ferons beaucoup d'efforts. Un jour, je vous rendrai cette faveur. Je vous la rendrai au centuple, » dit-il avec une détermination qu'Antoine reconnut immédiatement. C'était la même vaillance qu'il avait lui-même eue quand, jeune, il avait décidé qu'il ne laisserait pas sa famille souffrir de la faim, peu importe à quel point il devait travailler dur. Julien continua de parler. « Hugo et moi allons gagner beaucoup d'argent en vendant toutes les fleurs. Nous économiserons pour acheter des matériaux pour vendre plus de choses aux touristes. Quand nous serons grands, nous allons réparer cette maison complètement. Nous y mettrons des lumières, des vitres aux fenêtres, et la transformerons en un hôtel particulier de luxe pour que vous viviez confortablement. Vous n'aurez plus jamais à être triste. » Antoine laissa échapper un petit éclat de rire, un rire qui naquit du plus profond de sa poitrine et qui lui fit physiquement mal, tellement il l'utilisait peu. Comment avait-il remarqué qu'il était triste? C'était une ironie merveilleuse et cruelle. 2 enfants qui n'avaient rien lui promettaient des richesses à l'un des hommes les plus influents du pays. Mais dans leurs mots, il n'y avait ni hypocrisie, ni intérêt. Il y avait un amour pur
et un sens de la gratitude qu'Antoine n'avait pas vu depuis des années, pas même dans les cercles sociaux les plus distingués. « Vous vous moquez de nous » demanda Hugo, un peu vexé. « Non, je ne me moque pas de vous », clarifia Antoine, essuyant une larme traîtresse qui s'échappa de son œil droit. « Je ris de mon aveuglement. Je ris parce que vous avez un cœur plus grand que n'importe quel palais que j'ai connu. » Le millionnaire garda le silence un instant, regardant vers la fenêtre où le soleil commençait à teindre le ciel d'orange et de violet. Le plan de fermer les yeux pour toujours à cet endroit s'était dissous, remplacé par une curiosité et un besoin qu'il ne comprenait pas entièrement. Ses enfants avaient besoin de lui, mais il se rendit compte qu'il avait beaucoup plus besoin d'eux. La solitude de son hôtel particulier était un désert, mais cette maison en ruine avec ses anges au visage sale était une oasis. « Nous avons vendu des fleurs ce matin. Comme il va faire nuit, nous devons rester ici. Rentrer par la montagne avec la lanterne n'est pas une très bonne idée pour aujourd'hui. Dans cette maison, il n'y a pas de lumière. Alors nous dormons tôt et nous nous réveillons avec le soleil. Demain, nous irons ensemble vendre ces fleurs. Vous verrez comment les affaires se passent, dit Julien avec un sourire. Antoine sourit en retour. Il se rappela les rêves où sa femme semblait le réveiller tôt, lui disant de se lever, car il y avait beaucoup de choses à faire. Ses enfants avaient cette même lumière dans les yeux, l'énergie de quelqu'un qui se lève tous les jours avec un objectif. Et maintenant, il l'avait aussi. Il attendit qu'ils s'endorment tous, et les enveloppa dans les couvertures et sa veste pour que le vent de la nuit ne les atteigne pas, sentant une fois de plus que des vies fragiles dépendaient de lui. Le premier rayon de soleil filtra par une des fissures du bois, frappant directement les yeux d'Antoine. Le réveil fut différent de celui des dernières décennies. Il n'y eut pas de drap de soie égyptienne, ni le bruit doux de la climatisation, ni l'arôme du café gastronomique que son majordome laissait habituellement sur la table de nuit. À la place, il sentit le contact froid du sol en terre et le poids d'une couverture usée qui sentait la fumée de bois et la campagne. Il avait mal au dos, un rappel physique de son âge et du sacrifice que signifiait avoir dormi sur une surface si dure. Mais en ouvrant les yeux, il ne sentit pas le poids mort de la dépression qui l'avait accompagné depuis la mort d'Élise. À ses côtés, les trois enfants dormaient profondément. Lily avait la tête posée sur l'épaule de Julien, et Hugo serrait la petite valise en cuir d'Antoine comme si c'était un trésor sacré. Le millionnaire se redressa lentement, essayant de ne pas faire de bruit. Il observa ses propres mains noueuses et marquées par l'âge, puis regarda celles des petits, petites, mais déjà avec des callosités prématurées dues au travail dans la brousse. Une étrange chaleur l'inonda la poitrine. « Papy, tu pars déjà » murmura Lily, se frottant les yeux avec ses petits poings serrés. Antoine lui sourit, et pour la première fois depuis longtemps, le sourire ne s'arrêta pas à ses lèvres, mais atteignit son regard. « Non, ma petite, je t'ai promis que nous irions vendre des fleurs aujourd'hui, et un Leclerc ne rompt jamais sa parole, répondit-il en l'aidant à se lever. Le petit déjeuner consistait en un morceau de pain dur que les enfants avaient gardé avec soin, et un peu d'eau claire, bouillie d'un ruisseau voisin. Antoine, l'homme qui dînait habituellement dans les restaurants les plus chers d'Europe, savoura cette bouchée, sentant combien la nourriture était précieuse. Il y avait quelque chose dans la générosité des enfants, dans la façon dont ils s'assuraient de lui donner le morceau le plus grand. Avant de sortir, Antoine se regarda dans le reflet d'un seau d'eau. Son costume de créateur était froissé et taché de poussière. Il retira sa veste fine et la plia soigneusement, la cachant sous des sacs pour ne pas attirer l'attention. Il déboutonna les poignets de sa chemise blanche, la retroussa et ébouriffa ses cheveux gris. Aux yeux de tout inconnu, il n'était plus qu'un humble vieil homme accompagnant ses petits-enfants. Ils montèrent la colline pour cueillir les fleurs les plus fraîches. Lily le guidait par la main, lui montrant quelles étaient les plus résistantes et lesquelles avaient le parfum le plus doux. Antoine l'observait le cœur serré. La fillette se déplaçait avec une grâce qui lui rappelait constamment Élise. Chaque fois que Lily trouvait un lys sauvage et poussait un cri de joie, Antoine sentait qu'Élise était là, lui envoyant un message codé dans le rire de cette créature. Le vide qu'il ressentait dans son hôtel particulier commençait à se combler avec la simplicité de cette campagne. Une fois plusieurs bouquets cueillis, ils entreprirent la descente vers le village le plus proche. Julien et Hugo marchaient d'un pas ferme, portant les paniers, avec une dignité qui émouvait Antoine. Ils passèrent à côté de la voiture de luxe d'Antoine, garée derrière les ronces près de la maison. « Attention !» cria Julien, avec une posture d'alerte. Il regarda autour de lui comme s'il cherchait quelqu'un. Hugo et Lily commencèrent aussi à regarder autour d'eux avec peur. « Que se passe-t-il » demanda Antoine, confus par leur réaction. Il était sur le point de sortir ses clés pour les emmener en voiture jusqu'au village, mais la réponse de Julien le paralysa.
Ce genre de voiture appartient souvent à des gens méchants. Si vous voyez quelqu'un près d'elle, ne lui faites pas confiance. Ce doit être le propriétaire de cette voiture. Antoine fut surpris. Il ne savait pas ce qui avait fait penser cela aux enfants à leur jeune âge. Mais il devait y avoir une raison. Vous ne devriez pas juger les gens par leurs biens. Ceux qui conduisent ces voitures ne sont pas tous mauvais. Mais tu as raison, il n'est pas inutile d'être prudent. De toute façon, je suis là pour ça, pour veiller sur vous. Les enfants le regardèrent avec soulagement, acceptant avec plaisir son conseil et sa protection. Ils continuèrent à marcher tranquillement. Antoine rangea ses clés dans sa poche. En aucun cas, il n'allait laisser penser qu'il était une mauvaise personne, alors que les enfants avaient déjà commencé à lui faire confiance. Il décida d'oublier la voiture et d'expérimenter la vie comme le faisaient les enfants. En marchant, en faisant des efforts. Arrivés sur la place principale, les enfants s'installèrent dans un coin fréquenté. Ils demandèrent à Antoine de les attendre à quelques mètres. Il observait en silence. Il vit beaucoup de gens passer, ignorant les supplications des petits. Certains les regardaient même avec mépris, s'éloignant comme si la pauvreté était une maladie contagieuse. Antoine sentait une sourde colère bouillonner en lui. Il voulait s'approcher, acheter toutes les fleurs du village et emmener les enfants en lieu sûr à l'instant même, mais il se retint. Il savait que s'il révélait son pouvoir maintenant, il briserait la magie de ce qui était en train de se passer. Il avait besoin de comprendre la vie de ce point de vue. Au milieu de l'après-midi, ils s'assirent pour se reposer sur le bord d'un trottoir. Il n'avait vendu que 3 bouquets. Les pieds d'Antoine étaient enflés, et le soleil lui avait un peu brûlé la nuque, mais il ne se plaignit pas. « Ne vous inquiétez pas, papy Antoine », dit Julien, essuyant la sueur de son front avec la manche de sa chemise. « Aujourd'hui a été un jour calme, mais demain sera meilleur. »« Oui », ajouta Hugo avec une étincelle d'ambition pure dans les yeux. « Nous économisons chaque pièce. Quand nous aurons assez, vous n'aurez plus à dormir par terre. Nous engagerons les meilleurs constructeurs du monde. Nous mettrons du marbre dans cette maison comme celui des palais de cinéma, et nous vous achèterons un costume neuf, un qui brille. » Antoine laissa échapper un rire sincère, un rire qui résonna dans toute la rue et fit s'arrêter quelques passants pour le regarder. C'était la plus grande ironie de sa vie. 2 enfants qui n'avaient pas de chaussures leur promettaient du marbre et du luxe à l'homme qui possédait la moitié des carrières du pays. « De quoi vous riez, papy? Vous ne nous croyez pas ?» demanda Hugo, un peu blessé dans son orgueil. Antoine les serra tous les 2 dans ses bras, les attirant contre sa poitrine. L'odeur de soleil et d'effort des enfants était beaucoup plus réelle que le parfum des salons de la haute société. « Je vous crois, mes enfants. Je vous crois totalement, » dit Antoine quand il retrouva son souffle. « Je ris parce que cela faisait des années que je n'avais pas entendu quelque chose d'aussi courageux. Vous avez un esprit qui vaut beaucoup plus que tout l'or qui se trouve dans les banques de cette ville. » À ce moment-là, Lily s'approcha et lui mit une petite fleur à la boutonnière de sa chemise, juste là où il portait avant des épingles en or ou des insignes d'honneur, pour que vous soyez toujours beau. « Papy » murmura la fillette. Antoine ferma les yeux un instant. Dans le silence de son esprit, il entendit la voix d'Élise. C'était comme si elle lui disait « Tu vois, Antoine, le monde ne s'est pas terminé avec moi. Ces enfants ont besoin de toi. Et tu as besoin de leur lumière pour ne pas te perdre dans l'ombre de mon souvenir. » Cette pensée lui donna une paix qu'aucun médicament ni thérapie n'avait réussi à lui procurer. Antoine avait laissé ses cartes bancaires à l'hôtel particulier, croyant qu'il n'aurait plus besoin de dépenser. Il n'avait qu'un couple de billets dans sa poche qu'il utilisait parfois pour donner des pourboires. Il les dépensa en nourriture pour les enfants sous leurs regards étonnés. « Papy, tu avais de l'argent » dit Lily, bavant presque en voyant la soupe de poulet chaude qu'on déposait devant elle. « C'est exact. C'est la dernière chose qu'il me restait. »« Je devrais aller en chercher plus » dit Antoine, pensant que le lendemain, il devrait trouver le moyen de convaincre les enfants de quitter cette maison. « C'est délicieux » s'exclama Julien. « Oui, c'est tellement chaud que ça me fait me sentir très à l'aise pendant que je la mange » dit Hugo, qui préférait d'habitude ne pas parler par timidité, mais que l'émotion avait délié. « Merci beaucoup, papy. C'est le meilleur repas que j'ai goûté » dit Lily. « Tant que je serai avec vous, je vous promets que vous ne manquerez de rien » dit Antoine avec un sourire confiant. Antoine se sentait très heureux et en même temps triste qu'il soit si excité par une simple soupe de poulet chaude. Il décida juste de profiter de l'instant et de rire avec les enfants en savourant un repas simple en famille. Cette nuit-là, de retour à la maison, la cohabitation devint plus intime. Antoine leur raconta des histoires de son enfance, omettant opportunément sa transformation en millionnaire. Il leur parla de comment il avait aussi eu faim et de comment il avait rencontré une femme merveilleuse qui lui avait appris que l'amour était la seule richesse qui ne se dévaluait pas avec le temps.
Les enfants l'écoutaient les yeux grands ouverts, trouvant en ce vieil homme non seulement un protecteur, mais un miroir de leurs propres rêves. « Et elle était jolie ?» demanda Lily en parlant d'Élise. « C'était la femme la plus belle qui ait foulé cette terre », répondit Antoine, regardant les étoiles à travers un trou dans le toit. Elle avait tes mêmes yeux, Lily. Des yeux qui pouvaient voir la beauté, même dans les endroits les plus sombres. Avant de dormir, les jumeaux s'approchèrent d'Antoine avec une petite boîte en métal où ils gardaient leur gain. « Prenez papy, gardez l'argent », dit Julien avec une confiance totale. « Nous vous faisons confiance. Vous faites partie de notre famille maintenant. » Antoine prit la boîte, sentant le poids des pièces de peu de valeur, comme si elles pesaient des tonnes de responsabilité. Ses enfants lui remettaient tout ce qu'ils avaient, leur subsistance et leur avenir, sans hésiter un seul instant. Le millionnaire, qui avait toujours vécu entouré de contrats, d'avocats et de garanties, se sentit submergé par cette preuve de foi désintéressée. Pendant que les enfants s'installaient pour dormir, Antoine resta éveillé un peu plus longtemps. Il observa la maison, cet endroit qu'il avait voulu transformer en sa tombe, et se rendit compte qu'il s'était transformé en un temple de vie. Il ne voulait plus fermer les yeux pour toujours. Il voulait se réveiller le lendemain pour voir Lily sourire, pour entendre les plans grandioses des jumeaux, et pour protéger cette étincelle d'espoir qu'ils avaient allumée dans son âme flétrie. Cependant, au fond de son esprit, il savait que cette paix était fragile. Il lui restait à voir ce qui était arrivé à l'orphelinat, à vérifier qu'aucun autre enfant n'était tombé entre les mains de gens méchants. Mais pour cette nuit, Antoine Leclerc, l'homme qui avait tout et n'avait rien, dormit avec un sourire sur le visage, protégé par l'étreinte de 3 anges qui lui avaient appris que la véritable fortune ne se compte pas en billets, mais en battements de cœur partagés. La matinée se présenta avec un ciel couleur plomb, chargé d'une humidité qui pénétrait jusqu'aux os. Malgré le climat hostile, Antoine et les enfants se trouvaient au marché municipal de la ville basse. Ils avaient réussi à cueillir une quantité considérable de fleurs et de petites plantes enracinées dans de vieilles boîtes. Antoine, avec sa chemise de lin maintenant tachée de terre et ses mains marquées par le travail des champs, se sentait étrangement vivant. Chaque fois qu'il aidait Lily à arranger les pétales d'une marguerite ou qu'il échangeait un regard de complicité avec les jumeaux, le vide dans sa poitrine se réduisait un peu plus. Cependant, la paix de midi fut brisée par le bruit strident de pneus sur le trottoir mouillé. Une camionnette grise, d'apparence négligée mais imposante, s'arrêta brusquement devant l'étal improvisé des enfants. Du véhicule descendit un homme corpulent aux traits grossiers et au regard qui distillait une cruauté alimentée par des années d'impunité. C'était Monsieur Valérien, l'administrateur du foyer dont les petits s'étaient échappés. En le voyant, la couleur quitta le visage de Julien et Hugo. Les jumeaux firent un pas en arrière, s'interposant instinctivement entre l'homme et leur petite sœur. Lily lâcha le bouquet qu'elle tenait et se cacha derrière les jambes d'Antoine, tremblant avec une telle violence que le vieil homme put sentir la peur vibrer à travers sa propre peau. « Alors c'est ici que vous êtes, petites pestes ingrates !» rugit Valérien. Sa voix était un coup de fouet qui attira l'attention de tous les présents sur la place. « Vous pensiez pouvoir vous cacher pour toujours dans la brousse. Vous m'avez fait perdre beaucoup de temps et d'argent. » L'homme avança à pas lourds, ignorant les regards des passants, qui, intimidés par sa présence, commençaient à s'éloigner. Valérien tendit sa grande main calleuse, attrapant Julien par le col de sa chemise usée. L'enfant tenta de se dégager, mais l'administrateur le secoua avec une force brute qui lui arracha un gémissement de douleur. « Lâchez-le » cria Hugo, se jetant contre la jambe de l'homme, seulement pour être écarté d'un revers de main qui le fit tomber sur l'asphalte. Antoine sentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des décennies. Une fureur froide et calculatrice. Il se redressa, et dans ce mouvement sa colonne sembla retrouver la fermeté de sa jeunesse. Ses yeux, auparavant obscurcis par la mélancolie, s'aiguisèrent comme des lames d'acier fraîchement forgées. « Lâche le garçon immédiatement, » dit Antoine. Sa voix ne fut pas un cri, mais un ordre chargé d'une autorité si absolue que Valérien s'arrêta, surpris par le ton de ce vieil homme qui ressemblait à un mendiant. « Et qui es-tu, vieux stupide ?» cracha l'administrateur, lâchant Julien pour faire face à Antoine avec un sourire moqueur. « Un autre indigent qui se prend pour le grand-père de ces délinquants. Bouge si tu ne veux pas que je te casse les quelques os qui te restent. » Valérien leva la main pour frapper Antoine, mais le millionnaire ne recula pas d'un millimètre. Au lieu de cela, Antoine mit la main dans sa poche et en sortit un petit appareil métallique, un téléphone satellite qu'il gardait pour les urgences. Avec un calme glacial, il composa un numéro de numérotation rapide tout en maintenant son regard fixé sur les yeux de l'agresseur. « Ici, Antoine Leclerc.
dit-il au téléphone. Et le nom résonna sur la place avec le poids d'une sentence judiciaire. J'ai besoin de mon équipe juridique, de la police d'État et de la presse sur la place principale de la ville basse, maintenant. Et appelez le préfet. Dites-lui que son poste dépend de ce qui se passera dans les 10 prochaines minutes. Valérien devint muet. Le sourire de supériorité s'évanouissait tandis qu'il observait le visage d'Antoine. Il commença à remarquer des détails qu'il avait ignorés auparavant. La qualité de la montre que le vieil homme portait encore sous la manche de sa chemise sale. La façon dont sa seule présence semblait dominer l'espace environnant et ce nom qui était synonyme de pouvoir absolu dans toute la région. Antoine Leclerc, balbutia l'homme, reculant d'un pas. Non, tu ne peux pas être lui. Le grand Antoine Leclerc est en vacances à l'étranger. C'est une blague. La blague est terminée pour toi, Valérien, sentença Antoine, avançant vers lui. L'administrateur, qui ressemblait auparavant à un géant, avait maintenant l'air petit et misérable face à la dignité du millionnaire. J'ai vu comment tu traites ces enfants. J'ai entendu leurs histoires sur ton foyer, qui n'est rien d'autre qu'une fabrique d'esclaves sous ton commandement. Tu vas payer pour chaque coup, pour chaque larme et pour chaque pièce que tu leur as volée. En moins de temps que Valérien n'aurait pu réagir, le bruit des sirènes emplit l'air. Plusieurs voitures de police et 2 berlines noires de luxe encerclèrent la place. Des véhicules descendirent des hommes en costume sombre et des officiers de haut rang qui se dirigèrent directement vers Antoine, ignorant la saleté sur ses vêtements. « Monsieur Leclerc, vos enfants nous ont prévenus que vous aviez disparu. Ils étaient désespérés, » dit l'un des avocats, inclinant la tête avec respect. « Quelles sont vos instructions ?» Antoine désigna Valérien d'un doigt qui ne tremblait pas. « Cet homme a commis des crimes odieux contre l'enfance. Je veux qu'il soit arrêté immédiatement. Et je veux que vous entamiez les démarches pour le rachat total du terrain et des droits du foyer local, avant le coucher du soleil. Cet endroit n'appartiendra plus à ce monstre, mais à la Fondation Leclerc. » Les policiers menottèrent Valérien tandis qu'il criait grâce, mais Antoine ne le regarda plus une seule fois. Il s'agenouilla sur le pavé, oubliant sa fierté et sa position, pour embrasser les 3 enfants qui le regardaient avec un mélange de terreur et d'adoration. « Papy ?» demanda Lily les yeux pleins de larmes. « Tu es vraiment un monsieur important ?» Antoine lui caressa les cheveux, sentant que son cœur battait avec une paix renouvelée. La révélation de son identité ne l'éloignait pas d'eux. Au contraire, elle lui donnait les outils pour devenir le bouclier dont ils avaient toujours eu besoin. « Je suis Antoine, ton grand-père, » murmura-t-il, « et je vous promets que plus jamais personne ne lèvera la main sur vous. » Lily le serra à son tour, mais les garçons restèrent silencieux avec un regard de profonde tristesse et d'inquiétude. Le soleil commençait à descendre derrière les sommets des Cévennes, teignant l'horizon de coups de pinceau de feu et de pourpre. Antoine, assis sur un banc de pierre avec Lily sur ses genoux, sentait le poids de la fatigue sur ses épaules. Mais son regard restait fixé sur les garçons. Julien et Hugo se tenaient à quelques mètres, les mains entrelacées et la tête baissée. La révélation de la véritable identité du vieil homme avait érigé un mur invisible entre eux. Pour les enfants, ce grand-père humble qui dormait par terre s'était transformé en un géant inaccessible, un homme qui faisait bouger le monde d'un seul coup de téléphone. « Pourquoi êtes-vous si silencieux, les garçons ?» demanda Antoine. Sa voix était une caresse douce au milieu de l'air glacial. « Le danger est passé. Cet homme ne fera plus de mal à personne. » Julien leva les yeux, et Antoine vit dans son regard une tristesse qui lui fit plus mal que n'importe quel coup. Ce n'était pas la peur de l'administrateur, mais la peur de l'abandon, de cette solitude que les enfants des rues connaissent trop bien. « Maintenant que nous savons tous que vous avez beaucoup d'argent, il n'y a plus de raison que quiconque revienne à la vieille ferme, » murmura Julien avec un nœud dans la gorge. « Vous avez de vraies maisons avec des toits qui ne fuient pas et de la bonne nourriture. Vous avez fait arranger le foyer pour nous y emmener, n'est-ce pas? Maintenant que le foyer sera un bon endroit, nous devrons y aller. Vous n'aurez plus besoin de nous pour vous vendre des fleurs. » Hugo acquiesça avec amertume, essuyant une larme rebelle avec le dos de sa main sale. « Quoi? Ça veut dire que papy ne vivra pas avec nous ?» Lily, en entendant son frère, commença à sangloter en silence, s'accrochant à la chemise d'Antoine, comme si c'était sa dernière planche de salut dans un océan déchaîné. Le millionnaire sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Il comprit que pour ses enfants, sa richesse n'était pas une bénédiction, mais le signe que leur temps ensemble était terminé. Avant qu'Antoine ne puisse répondre, le grondement de plusieurs moteurs à grande vitesse rompit le calme du village. 3 fourgons noirs haut de gamme freinèrent violemment près de la place, soulevant un nuage de poussière. Du premier fourgon descendit Étienne avec le visage défait et les yeux injectés de sang par les pleurs et le manque de sommeil. Derrière lui, Sophie et Marc coururent vers leur père.
suivis par un groupe d'enquêteurs privés et d'officiers de police qui les avaient aidés dans la recherche. « Papa !» cria Sophie, se jetant aux pieds d'Antoine et entourant ses jambes d'une étreinte désespérée. « Mon Dieu, papa! Nous pensions t'avoir perdu pour toujours. » Étienne s'approcha en tremblant de la tête aux pieds, tenant dans sa main une enveloppe froissée, la lettre d'adieu qu'Antoine avait laissée dans son bureau. Ses mains tremblaient tellement que le papier craquait bruyamment. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» demanda Étienne d'une voix brisée par l'angoisse. « Nous avons trouvé ta lettre il y a 2 jours. Nous avons parcouru chaque hôtel, chaque hôpital, chaque coin de la ville en te cherchant. La police disait que tu avais pu faire une folie. Nous étions terrifiés que tu sois seul, souffrant, voulant mourir sans nous donner l'occasion de te dire combien nous t'aimons. As-tu idée de ce que nous serions devenus si quelque chose t'était arrivé ?» Marc s'agenouilla de l'autre côté de son père, se couvrant le visage de ses mains, tandis que ses épaules se secouaient de sanglots. L'impact émotionnel de voir leur père avec des vêtements tachés dans un village oublié, entouré d'enfants inconnus et avec une apparence de fragilité qu'il ne lui avait jamais vue, les laissa sans voix. Antoine regarda ses enfants biologiques et ressentit une profonde honte. Dans sa douleur suite à la perte d'Élise, il avait oublié que la valeur de sa vie n'était pas décidée par lui, mais aussi par les personnes qu'il aimait, même s'il sentait qu'il ne servait plus à rien. Les autres continuaient de le voir comme quelque chose de précieux. « Pardonnez-moi » dit Antoine, et ses propres larmes coulèrent enfin librement, sillonnant les rides de son visage. J'étais tellement plongé dans la tristesse qu'elle m'a aveuglé. Je sentais que je n'avais plus de but, que ma place était auprès de votre mère, et que vous n'aviez plus besoin de moi. J'ai été lâche de vouloir vous laisser et mettre fin à ma souffrance, sans penser à ce que vous deviendriez. Sophie leva la tête, regardant les 3 enfants qui observaient la scène avec étonnement et timidité. C'était la première fois qu'ils voyaient des adultes pleurer, et ils ne comprenaient pas pourquoi. Sophie vit la petite Lily, qui se cachait toujours derrière le bras de son père, et les garçons qui semblaient vouloir disparaître. « Qui sont-ils, papa ?» demanda Sophie, adoucissant son ton tout en essuyant ses propres larmes. Antoine fit un geste pour que Julien et Hugo s'approchent. Les enfants avancèrent à pas hésitants, intimidés par l'élégance et le port des enfants du millionnaire. Antoine les prit par les épaules et les présenta avec une fierté qui illumina ses yeux. « Ce sont mes anges gardiens », déclara Antoine avec fermeté. « Quand je suis arrivé à la vieille ferme dans les Cévennes pour fermer les yeux et me laisser partir, ils étaient là. Ils m'ont donné un toit, ont partagé leur pain avec moi et m'ont offert des fleurs quand je n'avais que des ombres. Ces enfants n'ont pas laissé mon cœur s'arrêter. Ils m'ont appris qu'il y a toujours de la beauté dans le monde et qu'il y aura toujours quelqu'un qui a besoin d'un peu d'amour pour continuer. Sans eux, je ne serais plus là. » Le silence qui s'ensuivit fut dense et chargé d'une émotion purificatrice. Étienne, Marc et Sophie regardèrent les petits avec une gratitude nouvelle et profonde. Ils comprirent que ces enfants, dans leur pauvreté et leur détresse, avaient réussi ce que tout l'argent et l'influence de la famille Leclerc n'avaient pas pu faire, rendre à leur père le désir de vivre. Étienne se leva et s'approcha de Julien et Hugo. Malgré son costume impeccable à 3 000 €, il s'accroupit pour être à leur hauteur. D'un geste de tendresse, il leur posa les mains sur les épaules. « Merci » dit Étienne, avec sincérité. « Merci d'avoir pris soin de notre père quand nous n'avons pas su le faire. Il est tout pour nous et vous lui avez rendu la vie. Désormais, vous ne manquerez de rien. Vous faites partie de nous. » Antoine se leva, tenant Lily dans ses bras. Il regarda ses 3 enfants aînés, puis les 3 petits. Le pont entre ces 2 mondes avait été construit avec les larmes de ces retrouvailles. « Mes enfants, j'ai une demande à vous faire, » dit Antoine, regardant Étienne, Marc et Sophie. « J'ai décidé de ne pas retourner seul à l'hôtel particulier. Je vais adopter formellement Julien, Hugo et Lily. Ils n'ont plus à s'inquiéter des foyers ni à vendre des fleurs pour manger. Je veux qu'ils grandissent avec nous, qu'ils reçoivent l'éducation qu'ils méritent et qu'ils remplissent de rire les couloirs de cette maison qui a été si silencieuse. » Les enfants ouvrirent grand les yeux, incapables de croire ce qu'ils entendaient. Lily entoura le cou d'Antoine de ses petits bras et cacha son visage dans l'épaule du vieil homme, pleurant de bonheur. Julien et Hugo se jetèrent dans les bras d'Antoine, sanglotant avec une force qui déchargeait des années de mauvais traitements et d'abandon. « Serons-nous vraiment une famille ?» demanda Hugo d'une voix à peine audible. « Pour toujours » répondit Antoine. « Et la vieille ferme ne sera pas démolie. Nous la rénoverons pour qu'elle devienne un endroit magnifique, un rappel d'où nous venons et de comment l'amour nous a trouvés au milieu de la tempête. » Sophie s'approcha et serra les enfants ainsi que son père dans ses bras, et bientôt Étienne et Marc se joignirent à l'étreinte collective. Au milieu de cette place humble, entourée de policiers et de curieux,
La famille Leclerc se reconstruisit à partir des cendres. Les enfants biologiques acceptèrent les petits avec une affection sincère, comprenant que l'amour ne se divise pas, mais se multiplie. Des semaines plus tard, l'hôtel particulier Leclerc n'était plus un mausolée. Le bruit des pieds de Lily courant dans les jardins et les voix des jumeaux étudiants dans la bibliothèque avaient rendu l'âme à la propriété. Antoine ne passait plus ses journées assis devant le portrait d'Élise avec tristesse. Maintenant, chaque fois qu'il regardait la peinture, il sentait qu'elle lui souriait, satisfaite du jardin de vie qu'il était en train de cultiver. Le foyer d'accueil avait été transformé en un centre d'excellence, un refuge de paix pour des centaines d'enfants qui avaient maintenant un avenir brillant grâce à la vision d'un homme qui revint de la mort pour donner la vie. Antoine marchait dans le jardin de son hôtel particulier, portant à la boutonnière de sa veste une petite fleur sauvage, la même que Lily lui avait offerte dans la rue. Il savait que ses jours sur terre avaient un nouveau et puissant sens. Il n'était plus seulement le propriétaire d'un empire de haute couture. Il était le grand-père, le père et le protecteur d'un nouvel héritage. La solitude était partie pour toujours, vaincu par la simplicité de trois anges qui lui avaient appris que tant qu'il y a quelqu'un à aimer, il y aura toujours une raison de se réveiller le lendemain. Si cette histoire a touché votre cœur, soutenez-nous avec un j'aime. Laissez-nous en commentaire ce qui vous inspire à vous lever chaque jour. Nous serions ravis de vous lire. Abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles histoires passionnantes. Rendez-vous dans la prochaine histoire.